Bonjour. Bienvenue pour cette deuxième journée des Utopiales 2025. Nous nous retrouvons dans la salle 2001 pour parler de l'espace, objet de nos rêves. Un rêve peut être mauvais aussi, donc c'est aussi l'objet de nos cauchemars parfois. J'y pensais parce que je cherchais un moyen dans ma propre expérience de lecteur de l'espace, et je me suis rendu compte que ma première expérience de l'espace, c'est quand j'étais enfant, la diffusion en France de Star Trek, qui était l'occasion de penser à un espace lointain, à une conquête de l'espace qui emprunte un peu au western. Et puis récemment, j'ai repensé à Star Trek parce que j'ai vu une petite vidéo avec William Shatner, le comédien qui jouait le capitaine Kirk. Il est allé rapidement dans l'espace grâce à Jeff Bezos, et en revenant, il a commencé à dire vraiment à la sortie du vaisseau spatial que l'espace c'était horrible, qu'il n'avait jamais pu imaginer que c'était aussi horrible le vide interstellaire, et là Jeff Bezos a vraiment essayé de l'interrompre à plusieurs reprises. Donc en fait l'espace c'est à la fois ce dont on rêve enfant, et puis peut-être que c'est le cauchemar de l'humanité. Peut-être que les rêves des milliardaires sont les cauchemars des autres êtres humains, voilà. Et là, j'ai pris un ton un peu dark. On va revenir à quelque chose d'exaltant, voilà. Florian m'a dit, fais quelque chose de positif et joyeux. Voilà. Donc je suis accompagné aujourd'hui par Florian Soulas, romancière, qui a écrit des space opéras, oui, notamment. Juste à ma droite par Lucie Castel, autrice de BD. On dit comme ça? Voilà. On peut dire comme ça. On peut dire comme ça va? Et à côté de vous, un auteur de BD. Autrice, si vous voulez. On dit voilà, Denis Bajram, qui... Ben, on va peut-être commencer... alors, on va voir quelques images de Denis qui vont passer de temps en temps. Je vais peut-être commencer par vous, Denis, juste pour quelque chose, puisque tout à l'heure, je parlais de Star Trek qui fait rêver et qu'on retrouve à l'âge adulte en étant parfois un peu traumatisé. Je pensais à quelque chose qui est sorti il y a quelques années, c'est le Goldorak, parce que vous avez fait un Goldorak qui a été pour moi l'occasion de redécouvrir Goldorak, auquel je n'avais pas pensé depuis très très longtemps, et en fait de découvrir un autre Goldorak. Vous, quand vous étiez jeune, est-ce que Goldorak, ça vous avait particulièrement frappé ou non? Moi, dans ma jeunesse, c'est les premiers contacts avec la SF, en fait. Il y a eu avant Cosmos 99, pour ceux qui se souviennent, qui est une histoire qui se passe sur la Lune, qui est assez réaliste. Goldorak, voilà, on est gamin, nous, on a 10 ans, 8 ans, 9 ans, et on a d'un seul coup une invasion spatiale. C'est notre guerre des mondes à nous, en fait. Donc des méchants qui arrivent de Vega pour détruire la Terre, et on va sauver par un robot géant. Donc voilà, moi, c'est vraiment les tout premiers souvenirs. Et les 20 premières pages de BD que je fais à l'âge de 10 ans, c'est pour raconter mon histoire de Goldorak. Donc refaire ça à 45 ans, c'était assez logique en fait. Il y avait un côté... voilà, je bouclais une boucle commencée dans la tendre enfance. Florian, alors une question que je ne t'ai jamais posée. Tu es aussi au civil ingénieur. Tu ne travailles pas dans la recherche spatiale? Non, on m'a dit que j'étais trop bête pour faire de la thermodynamique quand j'étais jeune. Donc je me suis dit, je ferai pas de fusée, je ferai des avions. Mais c'est vachement bien les avions aussi, en vrai. On a l'impression que c'est pas incroyable parce qu'on en voit tous les jours, mais c'est incroyable. Et ton premier contact avec les étoiles, qu'est-ce que c'est? Alors moi, c'était Valérian et Laureline, que mon papa m'a fait lire quand j'étais jeune. Et après, c'était Alien. Voilà. Et du coup, maintenant, j'écris des trucs d'horreur dans l'espace, forcément. Lucie, alors moi, premier contact avec l'espace, c'est un roman jeunesse qui s'appelait Aïna, fille des étoiles. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Voilà. Je précise que presque tous les livres qu'on va mentionner aujourd'hui sont disponibles à 300 pas d'ici, dans la plus grande librairie d'imaginaire du monde, qui existe que pendant 5 minutes, qui est un peu une sorte d'étoile intermittente. Voilà. Voilà, après ça a été assez rapidement Yoko Tsuno aussi. Ah oui. Ouais. Denis, Yoko Tsuno aussi pour vous? Oui, quand on était gamin dans les années 80, c'était la série de SF franco-belge avec Valérian, mais qui était un peu pour les adultes, donc on le lisait un peu plus en cachette. Ouais. Même si maintenant, oui, c'était un peu vu comme ça, parce qu'en fait, ça parlait politique un petit peu, il y avait des monstres et tout, donc c'était pas considéré jeunesse. Là où Yoko Tsuno, c'était vraiment un truc pour les. On trouvait pas Valérian dans la bibliothèque du collège, en fait. Moi, c'est mon papa qui me les a donnés, c'était ses exemplaires à lui d'ado, quoi. Voilà. Et alors qu'on avait Yoko Tsuno ou Torgal à la bibliothèque du collège, quoi. Cela dit, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que depuis tout à l'heure, enfin on a commencé il y a quelques minutes, on parle des étoiles de l'espace,
mais à chaque fois on parle d'autre chose. C'est-à-dire on parle de certains personnages, on parle des monstres, on parle de vaisseaux spatiaux, on parle de plein d'autres choses qui vont avec. Ben oui, mais alors en même temps, moi, mon premier contact avec la SF, la SF, j'en ai parlé, mais c'est pas mon premier contact avec l'espace. Premier contact avec l'espace, c'est la conquête de la Lune qui est encore en activité quand je suis tout gamin et dont on parle. Il y a des posters partout. Tous les ados plus vieux que moi ont des photos de l'homme qui marche sur la Lune dans leur chambre. Moi, je colle, quand j'ai 8 ans ou 9 ans, les images de Jupiter faites par les sondes Voyager que j'ai droit au capi. Alors, je mets le poster géant sur mon mur. Je collectionne les images de la NASA qui présentent la future navette spatiale qui allait permettre de partir tous tranquillement en vacances dans l'espace dans les décennies qui allaient suivre, etc. Donc, en fait, il faut imaginer à l'époque que la conquête de la Lune et la conquête de l'orbite basse sont au programme et totalement naturel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a complètement disparu jusqu'au retour là récemment de la folie ou touristique ou muskienne. Mais voilà, c'est... Cela dit, c'est vrai que c'est assez frappant parce que là, on est plusieurs générations autour de cette table et on a sans doute un imaginaire spatial qui est différent parce qu'on a été exposé médiatiquement à des choses différentes. C'est-à-dire que, alors, je me permets juste de dire, parce que moi, je suis beaucoup plus âgé que nos deux autrices, mais j'ai presque le même âge que vous, Denis. Mais moi, malheureusement, la première image de l'espace, c'est Challenger que j'ai vu quasiment en direct exploser. Ouais. Donc, c'était... Mais j'ai pas vu la conquête de la Lune. Moi, j'y avais cru, boum. Ça a été terrible. Hein. Avec ce moment horrible où pendant quelques secondes, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Challenger, c'est 86. Parmi les membres de l'équipage, la NASA a mis une enseignante qui est tout à fait compétente et formée pour être dans l'espace pendant des mois parce qu'ils veulent redorer le blason de la NASA qui est moins soutenu par l'administration américaine depuis des années 70. Et il y a donc tous ces élèves qui sont à Cap Canaveral en train de regarder. Ça explose au bout de quelques secondes. Et en fait, on n'arrive pas de l'angle où on est à voir si ça s'est vraiment explosé ou si c'est normal qu'il y ait des morceaux dans tous les sens. Et voilà. Toi, Floriane, quel est ton premier souvenir médiatique de la conquête spatiale ? C'est une question très précise. Ouais, c'est hyper précis. Mais moi, je suis dans les années 90 et il se passait déjà plus grand-chose. Il se passe plus rien. Et je pense que j'ai pas de souvenir médiatique vraiment. En fait, ce qui me vient à l'esprit là, moi, ce qui m'a vraiment marqué. Sur Mars peut-être. Ouais, mais moi, ce qui m'avait vraiment marqué, où vraiment je me suis dit là, on est en train de faire un truc de ouf et on s'en rend même pas compte parce qu'on a été habitué, c'était de voir en direct Thomas Pesquet faire des réparations sur la ISS. Lors de sa dernière mission, en fait, de me dire que je pouvais me connecter à cette caméra qui tournait tout le temps et le voir être dans l'espace en même temps que genre j'étais en train de travailler quoi. Et je me suis dit mais c'est lunaire ce qui se passe. Enfin, on a atteint un truc qui, en fait, c'est même pas science-fictionnel, ça a plus de sens. Enfin, c'est complètement fou qu'on ait la chance de pouvoir faire ça aujourd'hui. Quoi. Ça m'a vraiment beaucoup marqué, moi. Moi, ça me donnait l'impression de voir les anges de télé-réalité dans l'espace. Quoi. Il y avait un truc très bizarre d'avoir ces caméras en direct. C'était tellement avant un truc très lointain et puis d'un seul coup très commun presque. Et rien à voir, mais parce que je pensais à ça, mais l'année dernière aux Utopiales, il y a eu un court-métrage sur... parce qu'il y a une navette aussi qui s'est écrasée en rentrant dans l'atmosphère, non ? Oui. Ouais, la deuxième. Il y a eu un court-métrage qui oui, c'est Columbia. Oui, Columbia. 2003 peut-être, donc, 2005, entre 2003 et 2005. Et il y a eu un court-métrage l'année dernière à la compétition internationale qui raconte ça du point de vue des gens au sol et qui raconte en fait un ingénieur qui a tout fait pour alerter en leur disant ils ne pourront pas rentrer et comment il n'a pas été écouté. Et c'était incroyable, si jamais ce court-métrage, il doit exister quelque part, il était vraiment très poignant parce qu'on sait comment ça va se terminer. Et pourtant, jusqu'à la fin, on a envie de croire qu'il va réussir à leur faire changer d'avis. Et ça aussi, je me suis dit, moi, je me rappelle pas de ça, mais ça m'a donné envie de me repencher sur cette histoire et de me dire, la NASA, ils sont nuls, quoi. Cela dit, en passant sur... Non, mais si on revient en arrière sur Challenger, il y a eu une commission sur Challenger qui a démontré une erreur technique qui était relativement simple à corriger, mais qui n'avait pas été identifiée. Ça donnait lieu aussi à plusieurs films de fiction qui racontent cet événement-là. Et là, tu soulignes d'ailleurs, puisque le thème des Utopiales cette année, c'est singularité. Il y a deux éléments de la singularité dans ce que tu dis, c'est-à-dire à la fois, la singularité, ça peut être le moment où on a basculé dans autre chose. Et donc, peut-être que c'était au moment où on est allé sur la Lune pour la première fois, peut-être que c'est au moment où on a réussi à être en communication directe avec ceux qui sont 400 km au-dessus de nous. Peut-être que c'est autre chose. Et puis, il y a la singularité aussi du scientifique qui est singulier parce qu'il est tout seul dans son coin face à une administration qui ne l'écoute pas. Et vous,
Lucie, votre exposition à l'espace, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a... Alors, moi, j'étais visuellement assez marquée par les images qu'on trouvait dans Sciences et Vie Junior aussi. Et pour un peu rebondir sur ce qu'on disait avant, j'ai l'impression que mon ressenti personnel et intime, c'est qu'il y a eu une espèce de bascule entre ce que j'ai découvert de l'espace quand j'étais enfant ou ado. Donc voilà, Aïna, fille des étoiles, à qui il arrive des histoires incroyables, qui a les yeux pleins d'étoiles, littéralement. Et voilà, Sciences et Vie Junior qui mettent en avant des images de Hubble, qui sont des images fantastiques, qui font rêver à des ailleurs hyper beaux. Et puis, donc voilà, cette image de l'espace plutôt génial et bienveillant et beau qu'on peut avoir pendant qu'on est ado. Et d'un seul coup, je ne sais pas ce qu'on rencontre. Moi, mon rapport à l'espace est beaucoup plus cauchemardesque que onirique dorénavant, et je ne sais pas quel a été le point de bascule. Je pense que le terme, je dirais, c'est plutôt onirique. Alors moi, j'ai commencé à lire votre trilogie. Alors pour l'instant, seuls 2 volumes sont disponibles, mais c'est plus onirique que cauchemardesque. C'est-à-dire que que ce soit par les choix du dessin, la construction, il y a quelque chose de très doux aussi, ce qui fait que c'est pas. Et puis c'est le début de votre bande dessinée, c'est la description de la routine de cette famille. En fait, j'en parle très mal parce qu'il y a beaucoup d'idées de science-fiction dans votre texte et c'est très dense. C'est à la fois très élégant, très délicat, mais c'est très dense. Il va y avoir un voyage sur la Lune très vite. Voilà. Avec un ascenseur gravitationnel, parce voilà. on sait que c'est toujours plus simple avec un ascenseur gravitationnel. Donc non, mais alors, dites-nous, de quoi ça parle, Avaler la Lune? Alors, Avaler la Lune, c'est une trilogie. Le 3e tome sortira l'an prochain. De quoi ça parle? J'aurais dû réviser peut-être avant. On est le nez dans le guidon du 3e tome, j'en ai oublié. Alors c'est une famille. Oui, alors en fait c'est l'histoire d'une adolescente qui a 16 ans, qui s'appelle Agafia et qui vit dans 500 ans à peu près. Ça se passe dans un futur assez éloigné. Dans un futur dans lequel la Terre est complètement ravagée par le dérèglement climatique et surtout par les expériences de géo-ingénierie qui ont été mises en place pour justement retarder le dérèglement climatique. Et Agafia, c'est la fille des scientifiques qui ont participé à cet effondrement accéléré. Et ils ont décidé de créer cet enfant pour mener à bien leur projet fou qui était de terraformer la Lune, donc de recouvrir la Lune d'une forêt dont ils tireraient une énergie qui permettrait de nettoyer la Terre des pollutions créées par l'homme. Et je précise que l'histoire se passe sur 2 époques, puisque on commence 500 ans dans l'avenir, on revient à un futur proche, pas trop proche, pas trop lointain. On n'a pas de date très précise, mais ça pourrait être dans 10 ou 20 ans. Quoi. Mais on voit bien comment, en fait, d'une certaine façon, ce qui se passe dans 500 ans, c'est un peu une sorte de rêve des étoiles qui a tourné un peu... non, pas nécessairement cauchemar, mais qui est devenu réel, en fait. Oui, qui est venu très proche, puisque les ingénieurs et les scientifiques, les géants de la tech qui ont mis en place ce programme, ont imaginé un ascenseur gravitationnel, donc entre la Terre et la Lune. Donc un ascenseur, c'est facile à prendre. On est à 2 pas de la Lune une fois que tout ça est mis en place. Quoi. Mais alors, ça c'est aussi sur l'évolution de la représentation de notre rêve d'espace. On voit quand même le glissement par rapport à l'époque de Goldorak initialement. Goldorak, il n'y a pas de milliardaires. Il y a des extraterrestres qui sont venus sur la Terre. Et sur la Terre, c'est des savants qui sont des personnages plutôt positifs. Il y a le père adoptif du héros. Vous, quand vous faites Goldorak, vous faites Goldorak 40 ans après le Goldorak initial. Est-ce que, pas simplement visuellement, mais dans la vision de l'espace, il y a quelque chose qui vous semble très différent dans votre Goldorak du Goldorak initial? Alors c'est amusant parce que dans le premier Goldorak, il y a des dimensions qui nous parlent beaucoup aujourd'hui, qui peuvent être écologiques par exemple. En effet, c'est plutôt les scientifiques qui défendent la Terre avec l'aide du robot venu de l'espace évidemment. Mais il y a des choses qui résonnent encore vachement aujourd'hui, plus que si c'était que certains mangas des années 80 ou 90 qui sont partis vers des choses plus techno, plus
Et nous, assez naturellement, on a eu l'impression de voir un dessin animé qui aurait été fait en même temps que le rapport Midos, c'est-à-dire avec le méchant s'appelle Minos en plus, donc il y a Minos. Et en fait, on a tiré ces ficelles-là. Ça nous a parlé à l'époque parce que c'était dans notre enfance exactement ce qu'il fallait dire. Et en fait, on est juste avant le retour du reaganisme, du libéralisme, du capitalisme et de toutes ces choses-là. Et on s'est senti très à l'aise dans ce monde-là. Et on a introduit une notion qui n'était pas dans l'histoire de départ, qui est la question de ces extraterrestres qui sont a priori des agresseurs. Nous, on en a fait des gens qui cherchaient une planète. Donc on a posé la question du migrant à travers ça, qui là n'était pas du tout dans le récit d'origine. Mais autrement, on n'a pas eu à forcer le trait. On voit en fait qu'il y a des espèces de cycles. Quand notre président dit qui pouvait prévoir ça, il suffit de lire toute la littérature des années 70 et c'est prévu. Hein. Donc nous, on s'est retrouvés en fin de cycle là-dessus assez naturellement. Ce qui était assez étonnant pour moi, parce que moi, le travail que j'ai fait à partir des années 90 sur Universal War, c'était une question là qui était au contraire une question très nourrie à l'époque par toute la construction de l'anti-mondialisation, de Attaque et toutes ces choses-là. Et moi, j'interrogeais en partie la privatisation de l'espace, en pensant parler de trucs qui allaient arriver dans 50 ans, avec la question en effet des milliardaires et du capitalisme le plus dur et le plus impérialiste dans le système solaire. Et donc c'est vraiment... à chaque fois, je pense que l'air de rien, quand on écrit nos livres, on est dans notre temps et on parle de notre temps. Ce qui est étonnant pour moi, qui commence à avoir un certain âge, c'est de voir les choses se reboucler et réaliser que... Alors ça me rassure, parce que quand je vois l'état de dépression dans lequel on est aujourd'hui, je vois, en replongeant dans le passé, qu'on est déjà passé par là et qu'on n'est pas tous morts. Donc la bonne nouvelle... Ça sera la seule parole positive de la journée. Ouais. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que ça va mal, mais ça va mal depuis longtemps. Ce qui nous sauve, je pense, c'est qu'on se raconte des histoires. Quoi. Oui, puis ça va mal depuis longtemps. On raconte d'autres histoires que ce qu'on veut nous imposer. Et ça va mal depuis longtemps. Je veux dire, ça va mal en 45, ça va mal, et que oui. Le coût de tout ça va être sans doute colossal, et en même temps, on sera de l'autre côté. Enfin, si tout va quand même normalement en train de commenter, avec un peu de chance, le retour de ces cycles-là. Espérons qu'aux Utopiales, dans un bâtiment peut-être en bois construit sur une New Nantes, on parlera du retour de ces salauds qui vont le refaire de la conquête spatiale privée, alors qu'on sera revenu entre-temps à quelque chose de public. Voilà. Et cela dit, c'est effectivement quelque chose qui est quand même... Alors, c'est vrai qu'il y a ces cycles et il y a cet espoir que l'humanité trouve la force morale et la sagesse de survivre aux épreuves. Mais il y a quand même cette impression que l'espace est passé d'être une sorte d'illusion régulatrice, quelque chose qu'on visait, et alors certes dans un contexte de guerre dans les années 60-70, Oui, de compétition à la mort entre... et des compétitions pour fabriquer des missiles qui vont larguer les bombes nucléaires. Hein, C'est vrai. Mais, oui, mais cela dit, il y avait quand même cet écart entre ce que c'était et comment c'était perçu, parce que moi, ça a pas quand même compris, été vendu à la gamin, j'avais pas population. compris qu'on était en train de parler Mais moi non plus, en fait. mêmes lanceurs interbalistiques qui allaient larguer les bombes. Hein, donc, Mais voilà. Mais ce qui est frappant, c'est comment il y a effectivement eu une sorte de déviation du rêve vers quelque chose d'autre. Je me tourne plutôt vers toi, Floriane, parce que toi, tu es autrice de space opéra, presque de planète opéra parfois, voilà. Mais toi, tes récits se passent dans un univers lointain. Donc en fait, sont plus proches d'une expérience de pensée, c'est-à-dire qu'on ne tire pas les fils directement avec notre monde, mais en fait on repense notre monde à nouveau frère à partir de ce monde-là. Qu'est-ce que je sais pas, mais en creux, comment ton monde regarde notre monde? En fait, oui, c'est difficile d'imaginer quelque chose qui... En fait, je pense que c'est même impossible d'imaginer quelque chose qui ne serait pas nourri par ce qu'on connaît forcément. Et moi, en fait, je viens de l'aviation, pour le coup. Et il y avait quelque chose qui m'a toujours fasciné, c'était les cimetières d'avions. En fait, aux États-Unis, dans les déserts, il y a des hectares et des hectares d'anciens avions qui sont là, qui sont plus en service et qui sont entreposés et dont on fait rien et qui pourrissent, qui rouillent comme ça. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur les matériaux composites et c'est quelque chose dont on sait qu'on ne pourra rien faire quand ils sont retirés du service. On ne peut pas les brûler parce que c'est toxique. Donc en fait, on ne peut pas les exposer non plus comme ça aux éléments. Donc en fait, probablement qu'on va les enfouir. En fait, on ne s'est pas posé la question. Et je me suis dit, dans le futur, qu'est-ce qu'on ferait? C'est quoi notre solution? Et en fait, la solution, elle est toute trouvée parce qu'on le fait déjà, c'est-à-dire qu'on fout tout ce qu'on ne peut pas mettre sur Terre dans l'espace.
Et donc là, en ce moment, autour de la Terre, il y a une ceinture de débris qui est en train de se former, qui petit à petit va devenir très dense et qui va probablement perturber nos satellites. Et il y a eu depuis longtemps, enfin moi quand j'étais en école d'ingénieur, donc c'est il y a plus de 10 ans, on parlait déjà de trouver des solutions pour nettoyer l'espace proche de la Terre. Mais bon, pour l'instant, rien n'a été fait. Mais c'est une question qu'il va falloir qu'on se pose vraiment parce que ça risque de devenir vraiment problématique. Et dans mon roman donc de Planète Space Opera, Les oubliés de Lama, j'ai fait le choix de dire qu'en fait, il y a cette planète. Donc, alors c'est un space opéra où on va pas très très loin, on reste dans le système solaire, mais c'est déjà assez compliqué à faire. Et il y a cette planète Jupiter qui pour le coup est considérée un peu comme s'il devait y avoir un enfer dans le système solaire, ce serait Jupiter. Et c'est vraiment un endroit où on n'a pas envie d'aller. C'est un peu le cauchemar de toute personne qui va dans l'espace. Mais des gens y vont quand même. Et cette planète dont on n'a rien pu faire, dont on n'a pas pu tirer des ressources et tout ça, on en fait une décharge. Donc il y a toute une vague de vaisseaux qui ont essayé de coloniser la planète et de capter ces ressources qui n'ont pas réussi et qui ont fini par s'amalgamer et former un amas comme ça. Et puis bon, puisque c'était là et que de toute façon on pouvait rien faire, autant aller déposer en douce toutes nos merdes, toutes nos merdes là-bas, et ça forme cette espèce de super décharge de l'espace et du système. Et voilà, c'est un peu une allégorie de notre manière un peu pas très réfléchi de gérer nos déchets de manière générale. Et voilà, je me suis dit, maintenant, si on avait vraiment cet amas-là, qu'est-ce qu'on en ferait et comment on le gère? Alors du coup, on en fait une prison. On en fait une prison galactique et on met plus de gens là-bas, mais plus de gens qui n'appartiennent pas au système, qui font plus de choses interdites encore. Et il y a toute une histoire qui se développe autour de cette idée que je pense pas que c'est vraiment une réflexion sur comment on gère notre environnement, nos déchets, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, on n'arrive jamais à faire mieux. On n'arrive toujours qu'à déplacer le problème pour l'instant. Et c'est ça que je voulais aborder un peu dans Les oubliés de la main. Oui, C'est sidérant en arrivant à Nantes, là. Il y avait un bouchon, donc Waze m'a fait sortir. Et on s'est retrouvé en fait dans une route de 4 ou 5 km de long, qui est une décharge à ciel ouvert, avec des camps j'imagine, à la fois probablement des gens du voyage et des migrants répartis là-dedans. Et une zone complète à l'abandon. On est arrivé sur la Loire, on est rentré dans Nantes. Et c'est coincé, je pense, entre une voie de chemin de fer et une 4 voies. Comme quoi, pas besoin d'aller dans les banlieues fond de de l'espace. Jupiter. Ouais. Oui, c'est ça, mais ça m'a fait immédiatement penser à ça. C'est ça. Je me suis retrouvé à Jupiter, là, C'est d'un ça, seul coup. ouais. Ouais. oui. En fait, vraiment, Florian, d'une certaine façon, tu décris presque le rêve de milliardaire, c'est-à-dire on va créer des nouveaux business partout, c'est-à-dire on produit une pollution spatiale, on va trouver un business pour la gérer, on condamne les Rien gens ne à se la prison, perd. on trouve un Tout doit business être pour productif. les gérer. Sachant que le traitement des déchets, en général, c'est la mafia. Hein, Mais sur cet aspect-là, dans tous vos récits, il y a toujours, enfin il n'y a pas toujours, mais la manière dont on en parle donne l'impression qu'il y a toujours l'idée que on a des problèmes et le seul moyen de survivre à ces problèmes, ça va être le déplacement en fait, d'aller ailleurs. Et qui est quelque chose qu'on sait depuis l'Antiquité, puisque Sénèque ne disait-il pas tu voyages avec tes problèmes et donc la sagesse c'est d'admettre que les problèmes nous poursuivront toujours. Est-ce qu'il y a une autre manière de rêver l'espace que l'espace comme dorénavant l'humanité est détruite, donc on doit aller dans l'espace, mais même dans Goldorak ça se fait dans l'autre sens. La planète lointaine est détruite, donc on vient vers la Terre. Et c'est d'ailleurs assez remarquable parce que ça inverse le point de vue, c'est-à-dire que c'est comme si on était dans Goldorak, l'espace qui voit l'humanité ou des entités arriver et tenter de nous conquérir et de nous détruire. Oui, pardon, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de question dans cette phrase. C'est une idée que je pose. Alors, voilà. Oui. Ouais, je sais pas, en fait, j'aimerais faire une réponse de dessinatrice. Et oui, voilà. Parce que bon, les trucs de scénario, là, je vais Oui, pas oui, vous bien sûr. aider, mais non, mais moi, ça a été des vraies questions de représentation sur qu'est-ce qu'on connaît comme espace, qu'est-ce que je connais comme espace, qu'est-ce que mon dessin est capable de représenter comme espace.
Et du coup, j'ai dû vraiment faire un travail sur moi-même pour me figurer qu'est-ce que c'était une distance Terre-Lune et qu'est-ce qu'un câble ou qu'est-ce qu'un bâtiment construit sur la Lune, quelles sont ses dimensions, comment on peut retransmettre ça en dessin. Et pardon, je ne sais plus où je voulais en venir, je suis désolée. Ouais, et alors comment vous avez réussi à calculer, qu'est-ce qui vous est venu comme intuition pour la représentation de cette distance? Eh ben oui, du coup, je me suis intéressée. Par exemple, sur la Lune, c'est pas la même pesanteur que sur Terre. Du coup, ça permet des bâtiments aux mesures peut-être plus folles. Et jusqu'à présent, je suis quand même passée de la bande dessinée historique à la bande dessinée de récits contemporains. Donc j'étais très 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 loin de la Lune. Et du coup, j'ai dû me forcer. Enfin, j'ai fait une maquette 3D d'un bâtiment qui était sur la Lune parce que d'un seul coup, ça me permettait d'exploser mes représentations habituelles des bâtiments ou des. J'ai vraiment dû passer par un autre outil que celui du dessin plus traditionnel ou juste à la main pour me figurer ce que ça pouvait être d'être dans l'espace, quoi. Alors j'ai une question justement de dessin pour vous. Je vous remercie d'avoir mentionné ça parce que ça va venir. Alors attention, je vais essayer de le formuler de manière claire et rapide. C'est pas gagné. Tout à l'heure, Denis, vous avez parlé de comment on retrouvait aujourd'hui certaines idées de Goldorak qui étaient des idées de l'époque. Quand nos imaginaires, c'est toujours des choses qui s'enracinent dans là où on est. Goldorak, c'est une œuvre japonaise des années 70 et chaque imaginaire spatial est quand même lié. L'imaginaire spatial français, l'imaginaire spatial américain sont différents. L'imaginaire spatial japonais est différent encore. Quand j'ai lu le premier volume de votre trilogie, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un dessin très original et pourtant, quand je parlais d'onirisme, il y a quelque chose de léger, aérien dedans, même dans la partie qui est encore sur Terre. Donc là, on rejoint aussi le lien entre l'espace et l'aéronautique, en fait. Et ça m'a fait penser à quelque chose, alors que visuellement, ça ne ressemble pas, c'est à Miyazaki. Et notamment les engins volants de Miyazaki. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre imaginaire Oui, ou c'est moi qui fantasme et qui fait un rapprochement très grossier? Non, c'est forcément des références qu'on a avec mes co-auteurs Grégory Jarry et Robin Cousin, bien sûr. Après, c'est peut-être des réminiscences, bien sûr. Je suis pas. En fait, avec Robin et Grégory, on est férus de vulgarisation scientifique. Du coup, on aime bien tout ce qui est représentation visuelle parfois de délire scientifique, juste des gars ont imaginé, je sais pas, une théorie scientifique et il y a une représentation visuelle de ça. On adore ça. On s'intéresse aussi beaucoup à ce qui se développe comme technique innovante. Et du coup, c'est ça qui nourrit aussi beaucoup mon dessin. Par exemple, là, je sais pas si... notre héroïne, là, Agafia, elle est dans ce qu'on appelle un exotérus, donc c'est une espèce de robot mou. Et on s'est intéressé à la soft robotique, qui est un courant de la robotique qui utilise des robots mous, ouais, qui se développent par impulsion électrique avec soit des poches gonflables, soit des plastiques. Voilà. Et c'est tout ça. C'est pas seulement Miyazaki, c'est pas seulement toutes les œuvres d'artistes qui ont déjà traité de ces sujets-là qui nous nourrissent. C'est aussi, en fait, on fait feu de tout bois tout le temps, quoi. Pour la structure de l'ascenseur, je me suis basée sur les structures alvéolaires des abeilles. Je sais pas, je peux avoir 1000 autres exemples comme ça, mais pour les... Il y a un tableau qui me fascine, qui est La chute des anges rebelles de Bruegel l'Ancien, et dans les postures où les monstres qu'il met en scène, rien que ça me nourrit. Du coup, j'imagine que ça se retrouve quelque part à un moment. En tant que simple lecteur, on se concentre beaucoup, enfin moi je me concentre beaucoup sur la culture visuelle, mais en fait quand je parle de culture visuelle, je me rends compte que j'ai un biais, c'est que je pense toujours à la culture visuelle produite par d'autres artistes, alors qu'en fait la culture visuelle, c'est l'ensemble de la culture visuelle. Comme tout à l'heure on parlait des images médiatiques, il y a aussi des images scientifiques, et c'est vrai que
l'exotérus, c'est très très frappant, mais ça m'a fait penser à autre chose, c'est que, comme d'une certaine façon, c'est presque un outil d'immortalité, l'exotérus. Parce que ça permet à des personnages qui ont 540 ans d'être encore dans votre récit, et l'immortalité, c'est aussi un des aspects du rêve des étoiles, parce que la distance des étoiles pose tout de suite la question de comment on va aussi loin. C'est, je sais pas, toi, par exemple, Floriane, toi qui réfléchis beaucoup à l'espace, est-ce que comment allons-nous aller dans une galaxie lointaine? Tu peux dire, On n'ira comme pas. dans Star Trek, on appuie sur un bouton, n'ira pas. on part en warp et on se pose plus de questions. En fait, c'est pour ça que dans Les Oubliés de Lama, j'ai pas voulu aller au-delà du système solaire. Je me suis dit déjà, en fait, j'ai l'impression que ces dernières années, là, depuis 10 ans surtout, on fait tellement d'avancées technologiques, c'est presque des disruptions majeures à chaque fois. On repousse des trucs, mais tellement plus loin que ce qu'on avait même imaginé en science-fiction depuis des années, que en fait, on vit dans de la SF tout le temps et on oublie qu'un avion qui décolle tous les jours est un miracle. Voilà, je vous le dis. Faut arrêter avec les blagues sur les avions. Là, Non, mais j'adore les avions. J'adore les avions. Et par exemple, ne serait-ce qu'aller sur Mars, si jamais on y arrive un jour, ce sera un exploit en fait. Ça sera vraiment incroyable. Et déjà, aller jusqu'à Jupiter, ça demande beaucoup de moyens. Enfin, dans l'histoire, c'est beaucoup compliqué. Et d'ailleurs, une des ressources de Jupiter, c'est cette fameuse molécule que j'ai encore oubliée, dont je dis dans le roman qu'elle sert, et c'est vrai, pour la cryogénisation. Et un des buts de la colonisation de Jupiter dans le roman, c'était de justement pouvoir récupérer ces molécules-là pour pouvoir cryogéniser des gens, pour pouvoir les envoyer plus loin et enfin dépasser cette limite qu'est le système solaire. Mais du coup, dans le roman, ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'arrivent pas à capitaliser sur Jupiter. Mais c'est vrai que, en fait, en SF, on a cette facilité de dire, déjà, on dit que les vaisseaux spatiaux, c'est faisable, donc votre suspension d'incrédulité, elle est acquise, alors que de base, en fait, ça n'arrivera quasiment, on sait quasiment sûr que ça n'arrivera pas. De notre vivant de civilisation, je ne pense pas qu'on verra des vaisseaux spatiaux comme on l'imagine vraiment en SF. Du coup, comment faire pour aller coloniser d'autres civilisations, à part en racontant des histoires, comme tu dis, qui nous permettent vraisemblablement plutôt de parler de ce qui se passe en ce moment et de comment on pourrait faire mieux, plutôt que de vraiment aller coloniser une planète. Je pense qu'aujourd'hui, vous me direz, mais on commence à admettre de manière de consensus général qu'il n'y a pas de planète B et que ce déplacement dont tu parlais, il n'aura pas lieu. Et ça n'arrivera pas. En tout cas, ce n'est pas ça la solution pour nous sauver. Donc, moi, je suis plutôt du côté pessimisme de la force, mais il y a plein d'auteurs qui se sont emparés de ça pour dire, en fait, si on ne peut pas se déplacer, donc comment on fait mieux? Et comment on essaye de, si on ne peut pas arrêter le train en marche, en tout cas, essayer de choisir dans quel mur on rentre, quoi. Et c'est à ça que sert la science-fiction, je pense, et c'est de ça qu'on voit aussi de plus en plus qui se passe en BD ou en roman, c'est de dire, alors comment on fait mieux et comment on peut garder l'espoir de se dire que on n'ira pas plus loin, mais tout n'est pas perdu quand même. Nous, on avait cherché, pardon, je rebondis, mais avec Grégory Jarry et Robin Cousin, du coup, mes scénaristes, on voulait rendre plausible notre idée farfelue de la science. Voilà. Et on avait décidé de pas aller loin, justement, que si ça devait être plausible, il fallait pas traverser le système solaire. Et en même temps, c'est déjà vachement loin, en fait. Oui. Une distance Terre-Lune, en fait, parce que c'est tous ces objets en fait qu'on a l'habitude de voir au quotidien ne nous paraissent plus aussi incroyables comme. Moi, j'étais effarée que les gens ne soient pas en extase de voir Thomas Pesquet dehors, en direct. Et c'est ça, en fait, la Lune, en fait, ça fait tellement longtemps qu'on l'observe en tant qu'humanité qu'on oublie que 150 000 km de distance Terre-Lune, c'est pas en avion. C'est énorme. T'imagines combien d'avions il faut empiler? C'est énorme, en fait. C'est pas du tout trivial, en fait, de dire on va tendre un filin, par exemple, même, tu vois, entre la Terre et la Lune. C'est pas anodin du tout, quoi. Mais je crois que sur les transports, on est déformé parce qu'en fait, le marqueur du progrès au XXe siècle, ça a été le transport. Alors, déjà au XIXe avec la locomotive à vapeur, qui est une révolution inimaginable pour nous maintenant, mais de passer de la traction animale à la traction mécanique, ça a été extraordinaire. Puis derrière, il y a le bateau qui d'un seul coup passe de la voile à la vapeur. Ça finit dans un iceberg au début, mais c'est pas très grave. Et puis on a la voiture, on a l'avion. L'explosion du transport en avion, qui est évidemment une révolution absolue. Les premières fusées, on commence à aller en orbite et tout. Mais en fait, on est en train de taper là à chaque fois qu'on va aller plus loin, on ne va pas plus loin de 2 fois, on va plus loin de 1000 fois, de 100 000 fois, d'1 million de fois. C'est-à-dire que ça devient trop loin en fait. Et donc en fait, la trajectoire des objets qui commence peut-être avec la loco à vapeur, on va dire, voilà, on est au bout de cette histoire-là probablement. Et on regarde Retour vers le futur, par exemple, on voit des voitures volantes. C'est raté,
Et à côté, ils n'ont pas d'iPad, il y a toujours une télé dans la famille, quasiment. Enfin, je veux dire, tout ce qui a été notre évolution absolue depuis Retour à le futur n'est pas dans le film. Donc on voit très bien en fait que voilà, le progrès il a changé de cheval. Là. Il est plus sur le véhicule. Il est passé alors sur le numérique. Ce serait bien qu'il passe sur la santé là pendant un temps. Là, ce serait très très bien. Sur la fin dans le monde, sur alors la géo-ingénierie apparemment pas. Non, faut pas. Non, Mais voilà, c'est intéressant parce que nos projections dans l'espace en fait elles sont datées. On est toujours quelque part dans ce qui commence avec Jules Verne sur cet obus qui part vers la Lune. Et en fait, cette histoire-là, dans la réalité, elle est en train de buter sur le mur de la réalité. À moins voilà, qu'on invente là, le transport instantané dans l'espace-temps. Mais voilà. En plus, comme tu dis, tout ça s'est passé sur un temps super court. Enfin, par exemple, les années 50, depuis les années 50, tout ce qu'on a changé dans notre manière de nous déplacer, de consommer le déplacement, de consommer notre rapport à l'espace, sur Terre et ailleurs, en fait, 70 ans à l'échelle de l'humanité, c'est un battement de cils, c'est rien. Et on a fait, c'est hallucinant comment on a progressé à ce moment-là. En fait, ça va tellement vite. On s'habitue à ce qu'on sait qu'on va faire de nouvelles découvertes, que ça va aller encore plus vite, encore plus vite, encore plus vite, encore plus vite. Et on n'a même pas le temps de mettre à jour, comme tu dis, notre schéma et nos perceptions de tout ça, parce que ça va tellement vite. Et je me demande si tout à l'heure, quand tu as dit que ce qui t'avait marqué, enfant ou adolescente, c'était les images de Thomas Pesquet, en fait, si tu n'avais pas mis le doigt sur ce que Denis vient de désigner, sur le fait qu'en fait, ce qui était impressionnant, c'est pas qu'il soit dans l'espace, c'était qu'on ait des images en temps quasi réel de ce qui se passe. Donc la révolution numérique, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, c'est la révolution numérique. Cela dit, en vous écoutant tous les trois, je me rends compte que l'espace, c'est vraiment double, c'est-à-dire que c'est quelque chose de mythique et quelque chose de technique, quelque chose de réel, comme disait Denis, la réalité, mais c'est une interaction qui va dans plusieurs sens, c'est-à-dire que l'imaginaire qui nous dit il y a quelque chose à aller chercher, et donc on engage des moyens complètement délirants, complètement fous, sans aucun rapport avec une vraie rentabilité, parce que la course aux étoiles, c'était une rentabilité idéologique. En fait, le but, c'était une victoire idéologique qui, certes, était liée au capitalisme, mais qui était une victoire économique en même temps. Oui, alors il y a eu des retombées économiques, bien sûr, sur la miniaturisation, tout ça, mais il y avait quelque chose où l'imaginaire nous emmenait vers un réel exceptionnel. Là, on est dans un renversement où, en fait, alors vous dites pas exactement la même chose l'une et l'autre, mais voilà, on va arriver à la nuance. C'est que, Florian, j'ai l'impression que tu suggères que on est beaucoup plus conscient des contraintes du réel et ça modifie quand même ce qu'on écrit. Mais ça veut dire que ça change quand même le rôle complet de la fiction. Est-ce qu'on est encore dans une fiction qui fait rêver? Tu vois ce que je veux dire? Qui est Je pense que oui. Je pense que oui, parce que alors l'année dernière aux UTO, il y a eu une super conférence sur les histoires. Vous allez voir, il y a un lien. Et ça disait qu'en fait, on peut remonter l'origine des histoires et des contes comme un arbre héréditaire génomique. Et qu'en fait, on se rend compte que les thèmes sont toujours les mêmes depuis l'aube de l'humanité. Et surtout, ça veut dire que depuis que l'humain parle et transmet, il transmet des histoires. Et en fait, le fait qu'on déplace nos histoires où avant on pouvait très peu se déplacer à un autre continent parce que ça nous paraissait extrêmement loin à l'espace, en fait, c'est juste la continuité de cette manière de se raconter des histoires. Donc je pense qu'il existe toujours, et d'ailleurs Pierre Bordage avait dit une fois que pour lui, le dernier bastion de l'émerveillement, c'était le space opéra. Parce que c'était selon lui le dernier espace d'écriture, en tout cas, ou d'imagination, où tout était encore possible et où on peut imaginer des choses très lointaines et merveilleuses et encore faisables. Et je suis d'accord avec lui. Par contre, je pense que la génération d'auteurs et d'autrices de SF qu'on a aujourd'hui ont grandi dans un monde qu'ils ont vu changer très vite, où eux-mêmes, on est conscient des limites en fait, du monde, quoi, et où on est concerné par ça, et donc on veut transmettre aussi les choses en lesquelles on croit, les valeurs qu'on veut voir ne pas se perdre, et que du coup on a tendance à insister un peu plus sur attention, préservons ce que nous avons, plutôt que juste faire du merveilleux pour l'émerveillement. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe plus. Je ne sais pas, parce que moi j'ai toujours pensé que la bascule, l'âge d'or de la SF, c'est les années 50, 60, 70. Ça continue au cinéma un peu dans les années 80, mais c'est déjà en train de se jouer, alors que chez les geeks, on est déjà en train de basculer dans le Seigneur des Anneaux et dans la fantasy, le légendaire. Et j'ai toujours pensé qu'en fait, la conscience de la limite, voire la fin de la conquête spatiale première époque, avait enclenché un cycle de « Ok, alors, je ne peux pas les voir de l'autre côté de la montagne, parce que c'est quand même un peu toujours le moteur chez l'humain, hein.
il y a une montagne, je vais quand même aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Bah, en fait, je peux pas y aller, bah, c'est pas grave, je vais inventer une montagne et je vais aller voir le pays imaginaire qui est derrière. Et je pense on oscille toujours entre, bah, quand on envoie des télescopes géants faire des images du fond de l'univers, là, enfin, en ce moment on se gave de trucs extraordinaires, c'est évidemment aller voir de l'autre côté de la montagne, mais c'est la dernière manière dont on a de franchir cette montagne-là, et il y a tout un refuge dans l'imaginaire, positif ou négatif, ça on laissera chacun en juger selon les cas, qui est bien le fait que bah, le monde est fermé. Et que pour en franchir la frontière, pour aller de l'autre côté de la colline, on est obligé d'inventer le monde qui est derrière parce qu'on ne peut pas vraiment y aller. Et je pense que ça répond aussi au refuge dans le numérique, dans le cybernétique, dans l'IA aujourd'hui, dans les créations IA, etc. Il y a tout ce risque de la montagne est infranchissable, donc en fait j'invente ma montagne et mon monde derrière, quoi. Et en même temps, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, et en même temps j'ai l'impression que pour beaucoup de gens qui sont des aficionados de la tech, voir Elon Musk injecter tant d'argent et faire des choses en fait qui sont quand même scientifiquement assez cool, stupéfiantes, ben ça relance un peu cette possibilité que peut-être qu'on pourra aller sur la montagne alors qu'en fait c'est pas vrai. Tu vois, c'est justement ce qu'on essaye de remettre en question en fait dans notre ouvrage, enfin dans notre série. C'est justement mettre en question ces récits-là, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter et vers quoi on veut nous emmener. Et du coup, essayer de proposer une autre montagne à gravir. Peut-être même abandonner l'idée d'aller grimper des montagnes et se dire qu'on doit s'occuper de l'endroit où on est. Enfin, c'est terrible, hein. Moi, je suis un homme d'imaginaire, de tout ça, donc je suis en train de parler contre tout ce qui a animé ma vie. Mais c'est vrai qu'on doit s'interroger aujourd'hui, hein, d'admettre qu'on va faire du surplace et qu'il va falloir essayer de changer les choses à la distance de nos bras et pas dans le fantasme de nos corps projetés dans des infinis. Cela dit, en fait, pour avoir souvent fait des entretiens avec des écrivains ou des dessinateurs, c'est des gens qui sont souvent dans leur bureau, dans leur atelier, et qui aiment une certaine forme de confort, parfois très sobre, mais c'est-à-dire que le voyage, il l'apprécie quand il est imaginaire parfois, Ah oui, et pas nécessairement réel. C'est-à-dire que c'est eux qui nourrissent l'imaginaire des autres. Désolé, en fait. je ne suis pas monté souvent dans un avion parce que j'ai beaucoup voyagé dans mes livres, en fait. Hein, donc, je n'ai pas nourri l'industrie, là. Non, mais quand j'ai appris l'intitulé de la table ronde, qui était l'espace objet de nos rêves, moi, ça m'a pas du tout évoqué un rêve paisible. Enfin, moi, je suis une fille de la Terre. Alors, la perspective d'aller faire, je sais pas, des pirouettes avec Thomas Pesquet, ça me fait pas du tout rêver, quoi. Rassurez-moi, vous vous allongez encore de temps en temps dans un champ ou sur une terrasse à regarder le ciel la nuit. Oui, je sors de ma grotte, ouais, je suis pas tout le temps attachée à ma table à dessin. Non, puis vous avez encore l'espèce d'aspiration au merveilleux absolu que c'est de regarder le ciel, enfin quand on n'est pas en ville. Oui, mais c'est pour moi une espèce pas nécessairement d'y aller, en fait, c'est ça. Non, l'observer. Mais voilà, c'est ça. Et même ce que tu dis, tu vois, je me dis, là, on a vu tous les vols commerciaux là qui ont commencé et tout ça. Je me dis, mais en fait, le fait de pouvoir faire quelque chose n'est pas une justification suffisante pour dire qu'il faut le faire. Et en fait, se dire que c'est possible, est-ce que c'est pas déjà un rêve, tu vois, de dire, en fait, on peut faire ça. Surtout pour rester 6 minutes en apesanteur. Parce que là, tu peux faire de l'apesanteur sur Terre. Oui, c'est ça. Vraiment, ça coûte moins cher. Un avion, ça suffit. Un avion, ça suffit. Vraiment, les avions, c'est incroyable. Cela dit, à titre personnel, je suis très content de voir William Shatner sur le deck de l'Enterprise. Ça me fait plus rêver que William Shatner qui a fait un saut de puce et qui revient mort d'angoisse, en fait. Sauf qu'ils ont failli le tuer. Il a 90 ans quand même. Moi, je ne laisserai pas mon grand-père faire ça. J'ai vu le moment où il allait faire sa crise cardiaque pendant l'interview. C'était terrible. Là, tout à l'heure, c'est amusant, je me suis aperçu que j'avais des angoisses sur l'espace, que tu as dit ascenseur gravitationnel et j'ai entendu assassin gravitationnel. Ah, c'est bien. C'est une super idée. On m'a dit qu'il ne faut pas que j'oublie, parce que j'oublie souvent qu'il faut aussi faire participer l'Assemblée. Est-ce qu'on peut faire circuler un peu le micro et prendre quelques questions ? Alors, je précise que moi, ma vue est très courte d'un point de vue littéral. Donc, on va laisser les personnes qui ont des micros désigner elles-mêmes qui peut nous poser les questions. Et voilà, donc je me tourne vers l'Assemblée. Vos questions. Il y a une question à droite. Alors, manifestez-vous auprès des porteuses de micro. Il y a une main qui se lève à droite en haut. Je crois que les porteurs de micro sont, oui, voilà. C'est qu'elle est sur fond blanc. Bonjour. Alors, en fait, alors moi, il y a un truc que je trouve étonnant, c'est que l'espace, ça fait rêver, alors qu'en fait, c'est quasiment que du vide. Et ça fait peut-être rêver, justement, parce que c'est que du vide. Et qu'on peut, du coup, le remplir en mettant ce qu'on veut dedans.
Or, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on déchante. Donc ma question, c'est est-ce qu'au lieu d'essayer de remplir du vide par quelque chose, c'est ce côté un peu retour en arrière là, qui commence à être évoqué, d'essayer de recycler un petit peu des imageries, et faire un retour en arrière. Moi aussi, dans mon enfance, le futur, c'était les voitures qui volaient, c'était la réalité virtuelle, c'était la réalité augmentée, et je me rends compte aujourd'hui que c'est pas utile. Et donc redescendre un petit peu. Et est-ce que l'espace aujourd'hui, c'est pas sur Terre qu'il faut essayer de le trouver et de le développer? En gros, on a des belles montagnes, même si on les a Oui, déjà gravies, mais il y a on même peut essayer plein de de les choses. regravir. En fait, si on réfléchit d'un point de vue purement scientifique, on s'est tourné vers l'espace comme nouvelle frontière, alors que, par exemple, tout ce qui est fonds abyssaux, on ne sait pas du tout ce qui se passe là-bas, mais parce qu'en fait, d'un point de vue technique, c'est plus compliqué d'aller au fond des océans à cause de la pression que d'aller dans l'espace. Donc effectivement, en fait, sur Terre, il y a encore plein d'endroits qu'on ne connaît pas, dont on ne sait pas grand-chose et qu'on n'a pas du tout exploré. Mais là, on n'a pas encore franchi le pas technologique. Et pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas l'air d'y avoir de quoi faire de l'argent là-dedans. Donc, c'est peut-être plus intéressant d'aller dans l'espace. Mais oui, je suis d'accord. Moi y a aussi, je beaucoup suis de choses. d'accord. Au lieu d'essayer de rêver à l'espace, filer plutôt de la thune à la culture et à la recherche scientifique Ou dont même, on sans en a besoin et qui vous feront rêver de l'espace, ou peut-être. même sans dépenser d'argent, aller taper chez les voisins qu'on n'a jamais rencontrés. Hein. Ouais, aussi. C'est une exploration intéressante, hein, parfois un peu décevante. Mais... Exploration ne veut pas forcément dire satisfaction toujours. Oui, et puis on peut aussi penser à des explorations qui n'entraînent pas une colonisation derrière, Par c'est-à-dire exemple. ou une exploitation commerciale. Le James Webb, hein, le télescope, par exemple, on est quand même. Enfin, là, je crois que c'est de l'argent bien dépensé, même si ça ne va pas changer grand-chose à nos vies de savoir comment on se formait des galaxies. Ça fait des Il y super a- images. il y a ça- il y a- dans les premiers milliards d'années de l'univers. Mais voilà, là, on est vraiment dans ce rêve de la découverte de ce qui nous entoure. Cette conquête spatiale, qui n'est pas une conquête, justement, elle est riche et puissante. Après, pour la conquête, on a déjà commencé le boulot, on n'y pense jamais, mais on envoie des ondes avec nos bêtises là, à travers l'univers depuis déjà 50, 60. On voyait ça dans je ne sais plus quel film où c'était les images d'Hitler. Les comme années ça. 70. Mais voilà, il faut imaginer que là, les gens, s'ils sont capables de lire nos images, ils peuvent écouter Hanouna, quoi. Et ça se trouve, c'est pour ça qu'ils viennent pas nous voir. Ça, c'est pas, Trop si ça, bête. c'est pas de la conquête impérialiste, je vois pas ce que c'est. Quoi. Là, on bascule sur Galaxy Quest. Ça se trouve, ils savent qu'on est là, ils se sont dit, oh là, Ah ouais. là-bas, Bah, au début, pas ils- ouf, hein. non, mais au début, ils ont vu les 5 colonnes à la une, puis Interville, là, ils ont commencé à flipper. Et puis là, maintenant, ils en sont à Hanouna, et puis ils attendent le sketch d'après, quoi. Enfin, c'est donc. Nous, on rêve des étoiles, c'est pas sûr que les étoiles rêvent de nous. La Voilà. télé-réalité de l'espace, ça se trouve. Une autre question. Oui, bonjour, merci beaucoup, c'était super intéressant. Moi j'ai une question concernant les ordres de grandeur, parce que vous avez mentionné à très juste titre qu'en SF finalement, tout ce qui est échelle à la fois de temps et de distance, ça peut prendre des proportions augmentées de façon exponentielle par rapport à notre expérience quotidienne. Et je me demandais, justement, est-ce qu'on n'a pas ce risque de perdre un peu de vue? L'exemple qui me frappe, c'est Dune, où on a un empereur galactique et des dynasties qui durent depuis plusieurs milliers d'années, et ça paraît totalement aberrant pour nos échelles à nous. Comment est-ce que vous, en tant qu'auteur-autrice, vous faites les choix des ordres de grandeur finalement que vous mettez en place dans vos ouvrages, et pourquoi? Alors sur Universal War, moi j'ai pris la décision de faire une histoire qui se passe dans le proche système solaire. Il y a une grosse invention qui est le moteur, l'antigravitation, le moteur antigravitation qui permet de réussir ça. Parce qu'à la chimie, je pense qu'on est mal barré pour le faire. Voilà. Et c'est même, j'ai décidé que c'était même avec ça. Enfin, il y a un moment, c'est compliqué. C'est tellement complexe de vivre en orbite autour de Jupiter, ce genre de choses, que voilà. Si on décide d'être rationnel, c'est déjà, même en ayant le moteur anti-gravité, qui est un fantasme absolu délirant, ça reste extrêmement complexe et limité. Dune, c'est complètement autre chose. On est dans des structures de légendaire, justement. C'est la dimension fantasy de Dune, qui est une espèce d'étrange mélange, une des rares œuvres complètement hybride entre les deux, entre la SF et le légendaire, quoi. Et en plus, dans Dune, il fait ce choix. En fait, plus tu avances dans l'histoire, plus tu vas dans des temps lointains. Tu commences à plus 3000 ans, puis plus 10 000 ans. Et en fait, ça perd tout sens, en fait. Mais le but, justement, c'est de te dire que tu peux quand même t'identifier au personnage et à ce qu'il ressent, mais c'est pas un environnement que tu connais. Et en fait, c'est tellement lointain, l'histoire, que ça perd tout sens de... Tu peux pas te projeter à ce point-là. Enfin, c'est comme si c'était de la fantaisie, du coup. Un des gros trucs de différent. Frank Herbert, c'est aussi de dire que, en fait, tout le monde et toutes les relations humaines sont structurées par des patterns, et les organisations familiales et politiques aussi. C'est-à-dire que ce soit 10 000 ans ou 40 000 ans dans le futur, il y aura toujours les mêmes patterns qui reviendront. Quoi. Ouais. Sur la question des échelles, là, pour notre série,
on voulait faire du space opéra low cost, quoi. Notamment parce que Robin Cousin, donc mon co-auteur, il est un espèce de rigoriste de la plausibilité, on va dire. Il est vraiment super casse-pied là-dessus. Et du coup, il voulait absolument que notre histoire soit plausible. Il y a une question d'énergie qui se pose quand on veut voyager loin et longtemps. Et du coup, c'est pour ça qu'on est allé pas loin. Et bon, très longtemps, mais pas loin. Et du coup, on se disait que sur la Terre, il y aurait potentiellement l'énergie nécessaire à mener à bien le projet dont on parlait, quoi. C'est ça qui a décidé de l'échelle à laquelle Et qui est déjà un projet délirant. Oui, oui. Ouais. Bah, moi, J'espère que ça se fera jamais. Moi, c'est pareil, mais je l'ai déjà dit, du coup, je trouvais déjà que se rendre compte qu'aller déjà, ne serait-ce que sur Mars ou Jupiter, c'est hyper compliqué. Donc j'ai restreint l'histoire au système solaire. Et en plus, par exemple, dans l'histoire, il est possible d'aller sur l'amas, mais il est difficile d'en repartir. Parce que là-bas, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de matière première, en fait, il n'y a rien. Donc souvent, si on est bloqué sur l'amas, on est vraiment bloqué sur l'amas. Et en plus, c'est un système qui survivote dans des conditions complètement extrêmes et où chaque jour, en fait, tout pourrait s'écrouler du jour au lendemain parce que tout est fait de briques et de brocs. Et donc, même à l'intérieur du système de l'amas, en fait, il y a très peu de vrais espaces où on peut vivre. Tout est très restreint. Il y a beaucoup de contraintes physiques. Et je me suis dit que, en fait, se rappeler que vivre dans l'espace, c'est très compliqué. C'était une bonne manière de dire, en fait, mais tout ça est très compliqué. Rappelons-nous que c'est pas parce qu'on envoie maintenant des fusées qu'on a l'impression qu'on envoie tellement que c'est facile que ça l'est vraiment. Et du coup, voilà, c'était une manière de revenir à ces échelles-là en disant, on fait déjà des choses extraordinaires. Rappelons-nous que vraiment aller dans l'espace, en fait, c'est quasiment du suicide, quoi. Moi, j'ai une toute petite expérience à partager et j'en profite parce que comme vous êtes tous là, ça va tourner à ma propre psychothérapie. Voilà. C'est que moi, Star Wars m'angoisse énormément parce que dans Star Wars, l'univers a été conquis et donc il y a des milliards d'individus. Et en fait, je trouve assez rassurant quand on est sur Terre de se dire que potentiellement, théoriquement, on pourrait rencontrer tout le monde sur Terre. Alors, pas à la hauteur d'une vie, mais c'est-à-dire, je me dis, quel que soit le point sur la Terre, il y a un moyen de l'atteindre et de rencontrer une personne. Et je me dis que cognitivement, dans Star Wars, comment font les gens pour vivre dans ce monde où il y a des milliards et des milliards de mondes? Et je trouve ça, je ne sais pas comment ils font. Voilà. Moi, je trouve que j'ai déjà cette angoisse-là quand je suis dans le train et que je passe dans une ville et que toutes les lumières sont allumées et que je me dis, mais toutes ces vies que je ne rencontrerai jamais. Ils sont nombreux. Oui, donc je trouve qu'on est déjà dans le problème de Star Wars. Là. Et en fait, à l'inverse aussi, tu pourrais te dire, je pense qu'il y a des gens qui ont cette angoisse de se dire, et en même temps, nous, on est tellement rien dans tout l'univers à peine connu, et de se dire qu'on serait les seuls. Est-ce que c'est pas genre hyper angoissant de se dire qu'en fait, il y aurait rien d'autre que nous, et on serait vraiment genre... Que l'avenir de la conscience repose sur nous. Ouais. Non, mais Ce c'est vrai gag. de se dire, imaginons qu'il y a vraiment La que nous. Providence a mal parié. Ouais, hein. Est-ce qu'elle doit avoir un avenir, la conscience? Bah, si c'est nous, peut-être pas. Hein. Ouais, c'est ça, quoi. Attends, on va finir sur une note super joyeuse comme on l'a Allez, commencé. On se tourne vers l'Assemblée qui doit nous poser une question positive Oui, et oui, optimiste. Oui, ici, bonjour. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plus un message avec des. Comme vous êtes ici, je peux me mettre debout si vous voulez. Comme vous êtes des acteurs avec de la visibilité auprès des maires ou auprès des personnes qui décident, on va dire, ou dans la salle, hein. C'était un peu en lien tout à l'heure avec le merveilleux, juste regarder les étoiles. C'est difficile en ville. Et en fait, ça me rappelle, il y a un an ou deux, on pouvait voir des aurores boréales sous nos latitudes. Il y avait eu une émission de particules du Soleil, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, du coup, mon message, c'était juste, si quelqu'un peut faire en sorte que les lumières s'éteignent par moment dans les villes, c'est génial. Mais Merci. il me semble qu'ils essayent. Hein. Il y a beaucoup de villes où ils ont mis essayent, en place. Ils essayent, où ils Oui, mettent en oui. place après 22h, il n'y a plus d'éclairage public. On rallume beaucoup c'est maintenant. Et ils rallument tôt le matin. Alors, ouais. à Paris, ceux qui essayent, c'est plutôt des activistes qui vont Ouais. couper l'électricité Merde. que les commerçants parfois laissent Il y avait faire. plein de jeunes qui, tu sais, à Paris, Ouais. ils passaient, ils allaient éteindre les vitrines des magasins qui restaient ça, allumées c'est toute ça. la nuit. Ça, c'était bien. Donc ça se fait, mais c'est compliqué. J'essaye désespérément de faire éteindre un lampadaire près de mon jardin pour justement voir les étoiles. C'est compliqué. Au moment du Covid, il y a quand même pas mal de villes qui avaient mis en place, entre économie d'énergie et évidence à ce moment-là, qu'il n'y avait personne dans les rues. Et en fait, malheureusement, ça s'est beaucoup rallumé, quoi. Parce qu'à côté, il y a l'insécurité réelle ou supposée qui font qu'il y a des gens qui s'inquiètent dans la rue.
des choses comme ça. Donc, moi j'aimerais bien déjà qu'on commence par mettre en place des fêtes de la nuit. À choisir des nuits dans une région où il n'y aura pas de nuages, et puis se dire, voilà, dans 3 jours, tout s'annonce bien, donc toutes les villes éteignent leur lumière à minuit, sortez dans la rue, dites bonjour aux étoiles, dites bonjour à vos voisins, puis rentrez vite parce que la sécurité va revenir. Mais Non, mais c'était une très bonne remarque parce qu'en fait, même ça pourrait inspirer un roman, c'est-à-dire faire éteindre un lampadaire, puisque ça pose la question de l'écologie, la question cognitive de on ne connaît que ce qu'on voit et donc il faut qu'on voit tout et donc que l'œil de l'humain soit partout, qu'il n'y ait plus de zone d'ombre, voilà. Non, merci pour cette remarque. Malheureusement, c'est pas parce qu'on a un micro et qu'on est sur scène aujourd'hui qu'on va pouvoir parler aux maires et aux élus plus Ça, j'ai facilement. pas osé le dire, mais Désolée. non, on n'a aucun pouvoir. Ça, c'est, voilà. Une autre Ah, question. aux élus dans la salle. Alors, les élus dans la salle, vous avez entendu la question du monsieur, si d'accord? je croise élu à la culture de Nantes, je vais lui en parler. Une autre question, on a encore quelques minutes. Merci. C'est pas une question, c'est juste une remarque. Vous parliez justement d'expériences limitées finalement dans l'espace entre peut-être des gens qui se croient seuls au monde ou d'autres qui aimeraient rencontrer cette multitude d'êtres ou de planètes qui existent. Et je pensais à Ursula K. Le Guin justement. J'ai pas tout lu du cycle de 1, mais on a à chaque fois une expérience qui est plutôt celle de l'isolement peut-être. C'est quand même assez difficile de rencontrer des mondes ou en tout cas d'établir des relations pérennes avec. Ça peut être pour des raisons techniques, ça peut être pour des raisons culturelles. Ça peut être aussi parce que les gens se font tuer à la fin et ne peuvent pas rentrer dans leur planète. Mais voilà, je ne sais pas si vous aviez des remarques, vous, un ressenti par rapport à ça. David, je pense que c'est une question pour toi. Non, mais le cycle de science-fiction d'Ursula Le Guin est construit sur cette idée que l'humanité a conquis les étoiles pendant un certain nombre de temps, mais que finalement l'humanité se retrouve isolée planète par planète, au point même que apparaisse une variation biologique et ça crée plusieurs humanités. Alors qu'en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'actuellement sur Terre, il n'y a qu'une humanité. Il y a peut-être eu plusieurs races d'êtres humains il y a quelques millions d'années, mais en tout cas, Sapiens est maintenant devenu unique. Là, dans Le Guin, il y a ça qui est pour elle plutôt une notion. C'est pas un vrai propos sur l'espace chez Le Guin, plutôt une expérience de pensée, mais aussi une réflexion sur comment on fait du collectif, en fait. Donc, La SF sociologique. D'ailleurs, en SF un peu sociologique comme ça, ou anthropologique, il y a un roman qui est vraiment très bien qui s'appelle Les Nomades du Fer, où justement, c'est les humains qui trouvent une planète qui est peuplée par un peuple un peu anthropomorphe, mais animaux, et qui arrivent là avec une volonté de non-invasion et de non-ingérence. Et du coup, là, pour le coup, en fait... Il ne se passe rien. Ah bah si, en fait, ils viennent voir comment ça se passe et ils viennent essayer de comprendre est-ce que ce serait possible ou pas de s'implanter là, si les locaux seraient d'accord, et juste essayer de comprendre comment ils vivent. Et, mais en disant, on veut laisser le moins de traces de notre passage possible. Et c'est hyper intéressant parce que, en fait, déjà, c'est pas conquérant. Et en plus, du coup, tu te rends compte que même avec la meilleure volonté du monde, c'est aussi difficile de faire contact et de faire relation. Et en fait, c'est hyper intéressant de se dire que c'est pas simple, mais en même temps, c'est possible. Et comment on ferait ça? Et effectivement, Est-ce que oui, tu peux redonner le nom? C'est Les Nomades du Fer. C'est publié aux éditions Argile. Et on s'est traduit. On revient au Star Trek du début, où il y a la Prime Directive, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin, qui fait qu'ils ne doivent pas rentrer en contact avec des espèces qui n'ont pas atteint l'âge spatial, je crois, ou atomique, je ne sais plus précisément, dans les années 60. Moi, j'avais vu ça quand j'étais gamin, et en même temps, je lisais Il est difficile d'être un dieu des frères Strugatsky, où on a des observateurs marxistes, puisqu'on est dans la littérature soviétique, qui sont sur une planète où se passe un phénomène d'ordre bascule dans le nazisme de l'Allemagne. Ils sont observateurs, ils n'ont pas le droit d'intervenir, alors qu'ils savent exactement ce qu'il faudrait dire. Mais ils sont observateurs au sein de la population. Voilà, au sein de la population. C'est une manière très différente de faire de c'est l'observation. de la vraie ethnologie. Et moi, j'avais lu ça, j'avais 12-13 ans, ça m'avait retourné parce qu'il y avait la question de si on intervient, c'est pas bien, si on n'intervient pas, c'est pas bien. Et j'étais face pour la première fois de ma vie à un roman qui me disait il n'y a pas de solution. Mais cela dit, j'attire quand même votre attention sur une expérience très particulière, c'est qu'on a réussi à parler de l'espace quasiment sans parler d'extraterrestres, alors qu'en fait, je pense qu'il y a 40 ans, il était une évidence que dès qu'on commence une discussion sur l'espace au sein de gens qui travaillent dans la science-fiction,
on finit toujours par des extraterrestres. Enfin, c'est toujours un élément fondamental. Ça veut dire que notre imaginaire de l'espace a complètement glissé. Alors, dans Goldorak, il y a toujours des extraterrestres, mais en fait, Ouais, Goldorak, c'est une reformulation. C'est des humanoïdes avec des oreilles pointues pour le. Oui, bon. Ça va pas très loin. Hein. Mais il y a quand même une autre civilisation humaine ou para-humaine qui vient de plus loin, quoi. Mais Question qu'on pose dans le tome 3, du coup. qui sort en juin prochain. Alors- non, ouais. Non, moins vite. Ah, pardon. Qui Plutôt en septembre. sort dans l'avenir, comme voilà, dans les étoiles. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup. C'était passionnant. Merci à tous les deux. Les œuvres de nos panélistes sont disponibles avec eux-mêmes pour signer, sans doute. Un petit peu, non. Voilà. Certains, mais il faudra y aller pour savoir lesquels. Et c'est dans la plus grande librairie d'imaginaire du monde qui se trouve donc à 500 pas d'ici. Merci beaucoup. Merci.